les enjeux avant. Parfois, vous aurez ces difficultés là-bas. Personne ne vous dira, etc. Tu vas dire, non, ma médecine, c'est mon tout. Oui, ça, c'est bien. Les jours où tu es docteur en médecine, maintenant, tu commences à chercher, chérie. Maintenant, ton tout, ça devient la médecine, mais tu trouves que... Mais commence pas encore l'enregistrement. On est prêt pour commencer? Le dernier virus, SARS-CoV-2. D'accord? Virologie spéciale, SARS-CoV-2. On va voir. Le virus de la COVID. Ah, je suis content d'enseigner ça, ça fait longtemps. Oui, depuis 2023, j'ai pu enseigner SARS-CoV-2. Les étudiants ne choisissaient plus jamais ça. Le SARS-CoV-2, c'est le virus de la COVID. COVID-19, on va voir. Alors, l'enregistrement est prêt? Oui. D'accord. C'est bon le son? Euh, je commence d'abord par parler de la pneumonie, hein. C'est juste une définition, vous n'êtes pas obligé d'écrire. C'est l'infection du parenchyme pulmonaire du poumon qu'on peut acquérir soit dans la communauté ou soit alors en milieu hospitalier. Le message le plus important, c'est que dans l'étiologie, les causes des pneumonies, dans 25% des cas, ce sont des virus du genre orthomyxovirus. Ça signifie le virus de la grippe. Dans 25% des cas, les pneumonies sont causées par des virus du genre orthomyxovirus. Mais également des virus du genre paramyxovirus. Les orthomyxovirus, c'est les virus de la grippe, donc grippe, influenza ou para-influenza, ça, ce sont les orthomyxovirus. Mais ça peut aussi être aussi causé par ce qu'on appelle les paramyxovirus, les virus de la rougeole, les morbillivirus et autres. Mais on s'est rendu compte aussi que les rhinovirus, dans la famille des bicoronavirus, les virus de la même famille que les polio, les rhinovirus ou même les adénovirus provoquent beaucoup d'infections respiratoires. C'est important de le savoir. Et enfin, il y a eu tout récemment les coronaviridés de manière générale, dont les SARS-CoV, qui provoquent également des infections respiratoires, des infections du parenchyme pulmonaire ou du poumon. Parce que dans l'arbre respiratoire, vous avez la trachée, vous avez les bronches et autres. Ici, vous avez la deuxième partie, la partie inférieure, le bas appareil respiratoire avec les poumons, les parenchymes pulmonaires avec tous les détails jusqu'aux alvéoles. C'est important. En introduction, le SARS-CoV-2, je l'ai à côté du VIH. Je ne sais même pas pourquoi. J'ai essayé de différencier le VIH du SARS-CoV-2 parce qu'ils avaient l'air d'être semblables. Ça, c'est le VIH avec une enveloppe. Ça, c'est le SARS-CoV-2. Le VIH avait les protéines de surface qu'on a étudiées hier, GP120, GP41. Le SARS-CoV-2 a des protéines de surface, notamment la protéine qu'on appelle la spike. Spike, c'est épine en anglais. La protéine de l'enveloppe, on appelle spike, la protéine S. Et puis, il y a la protéine E, également une protéine de surface. Et puis après, il y a un ARN qui est simple brun à polarité positive. Mais c'est un ARN qui est contenu dans une nucléoprotéine, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, tous les virus ARN à polarité positive ont un génome qui est nu, excepté les coronaviridés et les rétroviridés, d'accord, qui ont un ARN qui est impliqué ou enrobé dans une nucléoprotéine. C'est le cas ici. Voilà, c'était juste des images en miroir. On commence la petite histoire. 1931, suivez, quand les ignorants vous racontaient là-bas qu'on a fabriqué le Covid, etc. Maintenant, aujourd'hui, je vous apporte la lumière qui fera de vous des experts. Vous pouvez déjà demain aller sur les médias, parler sérieusement. Et quand on te pose cette question, tu dis, attends, je demande à mon prof. Après le 11 septembre, hein, il y avait les hijackers, les personnes qui faisaient les hijacks. Ils kidnappent l'avion, etc. Ils partent. Alors, la partie terroriste a kidnappé l'avion parce il avait un manuel. Première étape, entrer dans l'avion, démarrer les moteurs.
Deuxième étape, poussez plein gaz pour aller sur la piste. Troisième étape, etc. Vous serrez les ceintures pour décoller. Quatrième étape, tout ça jusqu'à la fin, soulever la manette, hein, la manivelle et l'autre, etc. Vous décollez l'avion d'école. Cinquième étape, on dit la suite dans la prochaine édition. Là, il était déjà en l'air. Le coronavirus en 1931. C'est clair? 1931 était impliqué dans les infections respiratoires moins sévères. Depuis qu'on les avait découverts, c'est seulement en 1931 qu'ils ont créé quelques infections respiratoires, mais qui étaient moins sévères. 1931. En novembre 2002 jusqu'en juillet 2003, je ne dis pas 2022, 2002, d'accord? Quand les Ronaldo ont gagné la Coupe du Monde et nous on célébré, hein? Ronaldo qui phénomène. Hein? Le mondial de 2002 était tellement beau. Ah. Bon, c'est des mondiaux qui vont marquer. Il y a des mondiaux avec Romario. C'est que quand je joue au foot, je porte souvent le numéro 11. C'est un hommage à Romario. J'aimais beaucoup. Alors, novembre 2002 à juillet 2003, il y a une épidémie de SARS-CoV tout court qui était due au fait à un nouveau coronavirus qui avait émergé en Chine. On est en 2002 et 2003. À l'époque, on a pensé que la chauve-souris était le réservoir et la civette était un hôte intermédiaire. Vous verrez les images de la civette. Au cours de cet épisode, il y a eu 8096 cas diagnostiqués avec 744 morts dans 29 pays du monde. Pendant ce temps-là, ils ne fabriquaient pas de virus. Il y a eu déjà 29 pays qui étaient affectés et il y avait eu 744 morts. Quand vous prenez... en fait, je voulais calculer la létalité pour vous. 744 divisé par 80, 96, multiplié par 100. La létalité était de 9% seulement. Là, nous sommes en 2002-2003. 10 ans plus tard, ça veut dire 2012-2013, au Moyen-Orient apparaît un autre coronavirus qu'on a appelé le MERS, Middle East, hein? Severe Respiratory Virus. Donc, Middle East, c'est Moyen-Orient. Les virus, d'accord, le syndrome respiratoire sévère au Moyen-Orient, le MERS. Et je me rappelle à l'époque, j'étais en spécialisation quand le MERS est apparu, il a fait beaucoup de morts. En Israël, en Jordanie, en Égypte, etc. C'était un coronavirus. On a pensé également que la chauve-souris était réservoir, mais on a pensé que c'était les dromadaires, pas la civette cette fois-ci, mais les dromadaires qui étaient l'autre intermédiaire. Il y a eu 2100 cas, il y a eu 200, il y a eu 750 décès. 2010, hein? 2012, 10 ans plus tard. Et finalement, en 2019, émerge le nCoV à Wuhan, en Chine. On pense le réservoir et l'autre intermédiaire, jusque-là, n'était pas encore connu. Quand on fait le séquençage, on trouve que 80% d'identité génétique de ce virus qu'on appelait le nouveau coronavirus, en fait, on s'est rendu compte qu'à 80%, il était identique au virus qui était déjà apparu en 1931 et en 2002-2003. On a noté que c'est un virus qui survivait à 56 degrés pendant 30 minutes. Il était seulement inactivé à 65 degrés. Il était sensible aux antiseptiques, mais parfois il résistait aux rayons UV jusqu'à 3 jours, ce qui était un peu étonnant et bizarre. On poursuit l'histoire. Et voici, on présente le coronavirus, du latin corona, qui signifie couronne. Alors les gens ont fabriqué des fausses prophéties qu'on a attribuées à Nostradamus. Nostradamus avait dit en 2020, il y aura une reine, au moment de cette reine, il y aura la pagaille, la France sera dirigée par un antichrist, etc. Alors un ami m'a partagé ça. Comme moi, j'avais déjà lu les Centuries de Nostradamus, je suis allé chercher la citation originelle. Je lui ai envoyé, j'ai dit, ça c'est le livre tout entier, mais la citation de Nostradamus ne dit pas ça, il dit plutôt ça.
Il m'a dit, ah bon, tu connais ça? J'ai dit, mais oui, tu t'amuses avec moi ou quoi? Tu me connais bien que je connais ça. C'est des choses auxquelles je m'intéresse un peu plus. Alors, le nom Corona fait référence à la structure des protéines de la spike, les protéines S qui enroulent la capside, qui forment cette forme, qui donne cette forme de couronne. C'est ça qui lui a donné un nom. Et donc, le virus appartient au groupe 4 des Baltimore, dans l'ordre des Nidovirales, la famille des Coronaviridae, sous-famille des Coronavirinae. Dans les genres, il y a plein de virus. Les alpha, les bêta, les gamma et les delta coronavirus. Et je vous ai mis sur cet arbre phylogénétique, vous pouvez voir les alpha coronavirus, ils sont là, les gamma coronavirus. Le MERS, il était dans les bêta coronavirus. Et puis après, dans les bêta coronavirus, il y avait également les SARS-CoV, qui était ici. Il a beaucoup de cousins. Donc, un virus qu'on fabrique ne peut pas être placé sur un arbre phylogénétique. On ne peut pas trouver une carte d'identité avec les cousins, avec les frères et les sœurs, hein, comme lui, mon cousin. Alors, le SARS-CoV-2, lui, il avait des cousins. Il a des cousins. Il a même des frères avancés qui ont provoqué les épidémies avant. Et quand on fait le séquençage, on sait bien le retrouver et on sait bien les placer sur une carte phylogénétique. Vous n'allez pas fabriquer un virus et puis vous le mettez sur une carte qui sera vraiment pas un nouveau virus découvert, ce qui n'était pas le cas. Donc, c'était faux. Et voici l'organisation génomique du virus. Ça, c'est le SARS-CoV de 2003 d'ailleurs. Il a une grande partie, une grande zone qu'on appelle les ORF, Open Reading Frame, les cadres d'ouverture des lectures, 1A et 1B. Et puis, il y a une zone qui code pour la protéine S, la spike. C'est une protéine qui était cette zone était sujette à beaucoup de changements, ce qui fait qu'on aura beaucoup de mutations. Il y a une zone qui code pour la protéine E, pour la protéine N, etc. Donc, par conséquent, vous avez l'organisation génomique du virus. Je l'ai encore présenté sous cette forme, mais c'est sans importance. Il y a plusieurs protéines. La protéine E, c'est la protéine de l'enveloppe. La protéine S, c'est la protéine de l'enveloppe. Il y avait la protéine N, la protéine S, spike, mais à part ça, il y a la protéine E, protéine de l'enveloppe, et il y a également la protéine N. Les détails ici, ne les lisez pas, ce n'est pas grave. Retenez pour moi les protéines, c'est important. Le cours, souvenez-vous, n'est pas toujours fait pour vous, mais vous vous en bénéficiez aussi parce que je vous enseigne. Au début de l'épidémie, le virus semblait être plus résistant. Et finalement, avec le temps, c'était plus le cas, c'est toujours comme ça. Quand le virus entre dans une communauté, il cause beaucoup de morts parce que l'organisme ne s'est pas encore bien adapté à se défendre. Quand l'organisme s'infecte, les gens développent l'immunité et l'immunité s'aguerrit progressivement. Les virus commencent à perdre de l'influence. Et quand les grandes épidémies commencent, au début, c'est des morts et des morts. Et à la fin, vous avez moins de morts, mais beaucoup de personnes qui font un petit meilleur fou. C'est parce que le virus s'adapte maintenant. L'organisme, en fait, maîtrise le virus et il se défend de plus en plus mieux qu'auparavant, à force d'avoir commis beaucoup d'erreurs. Le virus est obligé de changer ses mécanismes et quand il change ses mécanismes, il perd en effectivité, il perd en efficacité. Et donc, vous avez de moins en moins de cas. Au début, on a trouvé que le temps de survie du virus sur les surfaces était long. Les virus résistaient bien sur les poignées des portes, sur l'argent, sur les sièges, sur les habits. On a même pensé que sur la peau, il pouvait rester quelques minutes. Sur les vêtements et les masques, il pouvait rester jusqu'à 12 heures. Sur du bois, il pouvait rester jusqu'à 4 jours. Sur du papier, 5 jours. Sur du métal, 5 jours. Et même jusqu'à 9 jours sur le plastique. Ça, c'était des estimations ou des études en tout début. Ce qui concrétisait un peu le virus ARN comme ils étaient auparavant, enveloppés et fragiles. Ensuite, ça, c'est l'organisation génomique du virus. Bon, je n'en parle pas trop. C'est le même qu'ici. C'est juste pour vous montrer que, par exemple, attends, je voulais voir les protéines qui sont synthétisées. Voilà. Par exemple, l'ORF1A, il produit plusieurs protéines, dont les protéines qui sont impliquées dans la réplication du virus et les autres protéines virales. L'ORF1
B produit également l'ARN polymérase, les protéines N, les protéines M, les protéines S et les protéines E sont produits par ces segments ici, l'ORF1B. Le segment S va produire ce qu'on appelle les protéines de l'enveloppe. Une des protéines de l'enveloppe, c'est la protéine S, le spike. Et il y a d'autres protéines, dont la protéine E, le segment E qui va coder pour la protéine de l'enveloppe, et la protéine N également. Il y a plusieurs protéines de l'enveloppe qui vont être produites, qui vont entrer dans la structuration du virus. Ça, c'est l'attachement, l'entrée, confère virus ARN bâtiment groupe 4, papa chirurgique. C'est un ARN. Une fois qu'il entre, les ribosomes se lient à lui, synthétisent les protéines. Mais pour la partie génomique, il faut que l'ARN réplicase puisse répliquer le matériel génétique pour avoir les autres particules virales qui vont être libérées. Le virus prend toujours son enveloppe au niveau du réticulum endoplasmique. Lui ne prend pas au niveau de la membrane plasmique ou cytoplasmique. Le SARS-CoV-2, lui, prenait toujours les virus au niveau des réticulums endoplasmiques. Ce qui fait que s'il y a des milliers ou des millions de virus dans ces cellules, ils vont prendre la membrane de façon presque intégrale du réticulum endoplasmique. Donc, chacune des cellules qui était infectée avait des réticulums endoplasmiques bousillés, sans compter les autres effets du virus sur ces cellules ou les autres cellules. Ce qui fait que les gens pouvaient mourir, on verra un peu plus tard, de plusieurs choses à la fois. Ça, c'est la liste des coronavirus avec leur attachement. L'attachement, c'était sur un récepteur d'acide sialique. C'est également à peu près le même type de récepteurs qu'utilisent la plupart des virus respiratoires. Ce qui fait que le récepteur qui était fonctionnel, par exemple, pour la grippe, auparavant et pour d'autres, était également un récepteur fonctionnel pour les SARS-CoV-2. Reste maintenant à savoir si les cellules allaient être sensibles et permissibles également. Et c'était le cas, ce qui fait qu'il y a des personnes qui ont fait ces infections. Il existe une logique selon laquelle il y a des phénomènes d'interférence virale. Ça signifie que quand votre cellule est infectée par un virus, parfois, il y a un autre virus qui ne peut pas vous infecter. Mais parfois, c'est difficile parce que les virus infectent des types de cellules qui sont différents possiblement. Et la complexité de cette session devant lesquelles 3 ne soient pas connectés. Lundi soir, c'est pas mal. L'attachement. Les virus s'attachent à des récepteurs spécifiques. Comme je l'ai dit, ces récepteurs, nous avons l'acide cyanique, c'était le récepteur qui permettait d'entrer. Mais comme vous le voyez, le récepteur ici d'acide cyanique ne suffisait pas. L'acide cyanique permettait de fixer le récepteur, mais il avait un deuxième récepteur qui est comme un co-récepteur pour permettre au virus de pouvoir entrer dans la cellule. Récepteur, l'acide cyanique, il y avait aussi les glycanes et il y en avait plusieurs. C'est pas grave pour vous, même si vous connaissez pas ça. Ensuite, le virus va fusionner avec la membrane de la cellule hôte pour libérer la capside et la capside va être libérée dans les cytoplasmes. En résumé, voilà, c'est ça que je voulais dire. Voici un peu ce qui s'est passé dans la synthèse avec les viral factories. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'il y a une région du cytoplasme où il y a un peu moins d'organismes. On appelle les site factories, cytoplasme factory. Donc, l'usine du cytoplasme. C'est cet endroit où, regardez, dans les cytoplasmes, il y a les vacuoles, il y a les réticulums endoplasmiques, il y a les mitochondries, etc. Et il y a un endroit où il n'y a pas du tout d'organismes cellulaires. C'est là que certains virus se répliquent. Regardez, entre autres, les poxvirus, les asfarivirus, les iridovirus, les réovirus et même les filovirus, ils se répliquent dans cet endroit précis. Ça, c'est juste pour information. Ensuite, bon, ça, je ne vais pas trop parler de ça. Voilà, les résumés de ce qui se passe avec le SARS-CoV-2. Il se fixe sur les récepteurs, le virus est transporté par endocytose. La cellule va avaler les particules solides qui sont sur sa surface pour se nourrir.
C'est à ce moment-là qu'il va avaler également le virus. Il les met dans une vacuole qu'on appelle l'endocyte ou l'endosome précoce. Cet endosome précoce va subir des modifications pour donner un endosome tardif. Et cet endosome tardif va bombarder la capside. Souvenez-vous de la métastabilité des particules virales. Ils vont changer la conformation de la capside pour qu'elle soit abrégée, et de sorte que quand les enzymes ont bombardé, et le virus va très bien libérer sa nucléocapside qui va dans le cytoplasme. L'ARN est là, il va suivre la transcription et va vous donner des protéines. Et les protéines prendront quelle enveloppe, j'avais dit? Les réticulomes endoplastiques. Regardez, ils viendront jusque-là, ils viennent, ils se produisent. Ensuite, ils sortiront avec cette enveloppe par exocytose. Ça, c'est le principe normal. Assemblage, libération. Alors, qu'en est-il du nouveau coronavirus et SARS-CoV-2? C'est la dire la plus intéressante du cours. Il existe notamment dans les virus respiratoires le principe qu'on appelle de franchissement des espèces ou des barrières. En général, Dieu, ceux qui croient, ou la nature, ou les athées, et nous sommes les élèves, la nature ou Dieu ont fait que, bon, pour moi c'est Dieu, les espèces sont protégées. Ça signifie que un pathogène ne peut pas directement, notamment pour les virus, quitter une espèce vers une autre sans qu'il y ait des changements majeurs ou qui s'adaptent. Cette théorie-là, ça s'appelle la théorie des franchissements des barrières des espèces. Les virus de la grippe affectent beaucoup les oiseaux. Vous souvenez des oiseaux migrateurs qui commencent toujours l'épidémie de grippe. Quand ils vont se déplacer à travers les continents et les océans, ils vont transmettre la grippe. Les virus circulent très bien chez les oiseaux. Le virus à respiratoire national respiratoire. Il circule également bien chez certains porcs. Mais à chaque fois, pour passer des oiseaux vers les porcs, par exemple, il faut qu'on ait ce qu'on appelle la cassure, le franchissement des barrières des espèces. Pour quitter du porc ou des oiseaux vers les humains, il faut qu'il ait également à franchir la barrière des espèces. C'est ça qui fait qu'on est protégé. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous allez chaque jour au contact avec ces oiseaux? Parce que vous avez bien des oiseaux, ils sont beaux, ils ont beau pelage, vous leur faites des bisous. Les virus entrent en contact avec vous. Ils n'arrivent pas à passer. Il va essayer des centaines, des dizaines de fois. Pendant que nous sommes en train de parler, combien de personnes sont en contact avec les oiseaux? Les oiseaux de plage, les oiseaux migrateurs. Combien de virus sont en train d'essayer de franchir les espèces? Même les virus de la grippe, il y a plusieurs variantes. Malheureusement, à un moment donné, à force d'essayer, à force de modification des changements, les virus finissent par franchir les barrières des espèces. Donc, c'est quand ils franchissent la barrière, ça signifie qu'ils sont prêts à s'adapter à l'autre espèce qui vient d'infecter. C'est là que la maladie commence. 3 cas de grippe décrits en France, en Seine-Saint-Denis, on va voir en Espagne, en Chine. Voilà, parce qu'il a réussi à franchir la barrière d'une espèce dans l'autre. Il peut maintenant faire d'autres autres qui sont de la même nature et ça ne posera pas de problème. Et donc, la transmission, le franchissement des barrières des espèces, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Il y a un article qu'on a publié, on a montré comment les coronavirus étaient très abondants dans la nature et ils infectaient beaucoup de chauves-souris parce que dans plusieurs maladies, on incrimine la chauve-souris. Pourquoi? Parce que la chauve-souris, c'est un animal très spécial. Ils ont la possibilité de voyager sur les continents. Les chauves-souris ont des récepteurs très développés et parfois ils ne font pas de maladies. Voilà pourquoi dans plusieurs maladies, ils sont porteurs de virus sans pour autant faire de maladies. Par conséquent, ils sont les réservoirs. Alors, les coronavirus dans les chauves-souris et dans les oiseaux ont été très fréquents. À un moment donné, les oiseaux sont en contact avec certains animaux, notamment les dromadaires, qui sont considérés comme des hôtes intermédiaires, ou alors d'autres en Chine, c'était la civette est là, etc. Maintenant, il y a des protéines de surface qui sont bien adaptées à certaines espèces. Quand ils franchissent l'espèce, vous voyez,
les virus traversent vers une autre espèce, cette fois-ci, c'est les humains, le virus est capable de modifier certaines de ses protéines, notamment les protéines d'infectivité, les protéines de surface. Il doit les modifier pour être capable d'infecter correctement l'hôte. C'est ainsi que vous voyez le signal émis sur la protéine S, parce que c'est cette protéine qui se fixe sur le récepteur des cellules hôtes. Alors, si ces protéines S subissent des modifications qui sont capables de leur donner la capacité de s'accoler pour s'attacher à ces cellules, ils vont infecter les humains. Alors, une fois qu'ils infectent les humains, la transmissibilité augmente, l'immunité s'échappe. En fait, les virus s'échappent à l'immunité, c'est ça que je veux dire. Et il y a production des variants et ceci peut entraîner la mort. Et regardez sur cette image, par exemple, l'évolution de la protéine ES et son interaction avec les récepteurs ACE2. Ça, c'est un récepteur cellulaire qu'on trouve chez les humains. La protéine Spike a dû subir des modifications pour s'adapter à ces récepteurs parce que c'est un récepteur qui lui permettait d'entrer dans l'organisme. C'est ainsi qu'une fois qu'il entre dans l'organisme, il vous infecte. Mais quand le virus entre dans l'organisme, il sait que l'organisme va se défendre avec les anticorps et l'immunité cellulaire. Souvenez-vous, quatrième rôle du virus dans les informations qui causent, les virus codent pour la modulation des réponses immunitaires. Il va faire en sorte de pouvoir guider ou dicter les réponses que l'autre doit produire pour l'attaquer. Et dans ces cas, il saura bien se défendre. Regardez le SARS-CoV-2, les SARS-CoV d'abord et les MERS avant. Il y a eu des contaminations des animaux vers les hommes et puis des hommes vers les hommes. Là, nous avons la chauve-souris qui est considérée comme un réservoir, mais on ne sait pas où est-ce qu'ils sont, parce que les chauves-souris peuvent se déplacer sur des milliers de kilomètres. Ils peuvent quitter un continent à un autre. Les chauves-souris. Et selon les saisons, ils se déplacent jusqu'à ce qu'ils vont trouver un endroit, une île, ils mangent, ils se déplacent, ils sont capables. Ensuite, il y a eu un autre intermédiaire pour le cas du nCoV-2, SARS-CoV-2. L'autre intermédiaire, c'était soit la civette, soit les chiens, soit les loups. Et ce sont des animaux que les Chinois vendaient dans leur marché à Wuhan. Ils vendaient la civette, ils vendaient ce genre d'animaux, ils vendaient des chiens et autres. Et parfois, ils ont l'habitude de manger ces animaux crus. D'accord? Ce qui fait qu'ils peuvent bien avoir mangé. Oui, ils mangent les chiens surtout. Ils mangent bien les chiens. Les Chinois mangent bien les chiens. J'ai évité de critiquer le Balouba. Les Chinois et même les Japonais mangent les chiens et sérieusement. Voilà. Ils mangent des viandes crues, des sushis et autres. Moi-même, quand j'étais à Séoul, j'ai souffert de manger la nourriture crue. J'ai souffert. La première fois, je suis arrivé, on avait un grand dîner. Des tables qui ont commencé ici jusqu'à notre bâtiment. J'ai dit, waouh, quelle musique. J'ai défini la première table. Je vois que c'est une pelouse. Voilà, pelouse, l'herbe, patiti, c'était. Ah, ben, je voyais que ça. Ah, ça, c'est des tours de la table comme ça. J'ai pas sur l'autre table. Ça va être au libre. J'ai pas toute la table, il y avait des trucs comme ça. Après, ils m'ont dit, bon, tu vas t'habituer, on mange comme ça. La seule fois où j'ai vu la viande, c'était la viande crue, le sushi. Et ok. Les crevettes, un peu, c'est tout. J'ai mangé la pelouse avec le nayan. J'ai mélangé, j'ai mangé seulement. Et par la fois. Deuxième jour, par la fois. Troisième, en fait, il n'y a qu'à l'hôtel où je mangeais bien, parce que là, il y avait tout. Petit déjeuner, lait, fête, lait, jambon, pain. Donc, on mange bien à l'hôtel. Dans les cours et tout ça à l'hôtel. Et un jour, j'avais très faim. Je ne vais pas finir par manger de l'herbe, mais je suis quand même herbivore. Alors, il y avait du riz et j'ai trouvé la viande. J'ai dit, ah, gloire à la nuit, mon Dieu. Mais la viande bien préparée avec la sauce. Et j'ai bien, je ne sais même pas, j'ai pris vraiment le riz. J'ai pris ma viande avec la sauce. J'ai mis. C'est qu'on dit en français, vous en gagoyez, vous allez voir la table. Quand je me mets à goûter la nourriture, la sauce était sucrée. J'ai fait une sauce pareille, très sucrée.
Quelle déception. Mon bon vin, ma bonne viande qui était bien sucrée. Après le cours, j'ai dit au bus de me laisser quelque part. Je suis allé chercher une marque de c'est pour marque de donner mon moins hamburger. Ça, moi, je peux manger parce que ces gens ici, ils risquent de me tuer. Et c'était très difficile. Jusqu'à ce que, bon, on a commencé à trouver des gens qui préparaient, des Congolais, qui trouvaient un peu de nourriture. À un point de vue qui a fait 8 mois. Un congélateur, il est tout noir comme la jaquette de madame. On dit c'est le point de vue. Donc, on vend ça comme ça, cher, 20 dollars. Et tu prépares, toi-même, tu sais que ce n'est pas les bons. Mais c'est vrai, c'est les bons, mais toi-même, tu es convaincu que ce n'est pas ça. Pour moi, par réflexe, tu manges quand même en pensant au vrai pour nous. À la fois, tu avales. Et on fait un foufou là, c'est très bizarre, là, tout blanc, comme une chemise, donc tu comprends rien, mais tu manges quand même. On essaie de faire la sauce, c'est pas tellement ça. Mais bon, la chose que j'ai aimée, j'avais beaucoup perdu du poids, mais j'avais une très bonne vie. Alors, le week-end, quand vous sortez, vous trouvez McDo et autres, vous mangez. Et que vous découvrez les restaurants des Congolais à alors, en Chine, ils avaient ce marché des Wuhan. Il y avait un peu tout ça. Et c'est ici qu'ils mangeaient, ils vendaient des animaux, etc. Et au marché des Yuan, c'est là qu'on a décrit la circulation de plusieurs lignées. Et les personnes qui vivaient, qui vendaient au marché des Yuan, n'habitaient pas très loin du marché. Leur maison était tout proche. Alors, quand le virus a commencé à circuler, d'accord, il est entré dans ces maisons. Et en quittant Wuhan, c'était des grandes agglomérations où les gens vivent dans un même appartement, ils montent à 5 à 10 dans les ascenseurs, etc. C'est comme ça que l'épidémie est passée vers la grande ville. À partir de la grande ville, la connexion est avec le monde. La Chine a des vols vers les États-Unis, vers l'Europe, vers la Corée, vers le Japon, vers l'Asie, vers le Moyen-Orient et même vers l'Afrique. C'est comme ça qu'il est parti jusqu'à nous. Ça, c'est le processus normal du virus, hein? Récepteur, attachement, décapsidation, le génome qui subit plusieurs réplications et produire. Ça, c'était l'image de trop. Quand vous tombez malade du Covid, qu'est-ce qui a tué beaucoup de gens au départ? Le virus vous infecte ici, 5 jours avant peut-être, c'est une période d'incubation ou 10 jours, selon les cas. Les symptômes commencent, ou alors le virus commence à être éliminé, à être produit avant même que la personne ne se sente malade. Souvenez-vous du diagramme que vous avez montré l'autre fois. Pendant que vous êtes normal, côte à côte là, elle est déjà infectée par le virus, mais elle n'est pas encore malade. Elle n'est pas encore malade. Il faut parler. C'est comme ça que les gens se contaminent. Non, non, telle famille est testée positive. Testé quoi? Quand j'ai ouvert ici le laboratoire diagnostic, testé. Je partage les résultats, comme il y a plein d'idiots. Il y a plein de résultats dans le WhatsApp. Il faut il y avait les noms des notables des bombes. Alors, on a pu pas faire. Quel notable, c'est-à-dire que voici les personnes avec qui je partage dans un groupe WhatsApp. Et ce sont ces personnes qui partagent à tout le monde. C'est ainsi qu'on a failli m'arrêter ici à la neuf. J'ai changé désormais les résultats, je partage dans une boucle de mails. Et les noms des personnes qui sont dans cette boucle de mails sont publics. Donc, si les résultats sont, c'est que la chose est tirée comme très important. En Europe, hein, les chefs, Donald Trump lui-même annonce sur Twitter qu'il est Covid positif. Boris Johnson et Emmanuel Macron, eux-mêmes, ils ont annoncé. Ici, chez nous, les chefs n'annonçaient pas, ils se cachaient. Ça devait être secret d'État. Ailleurs, on annonce, ce qui fait que c'était très sensible. Il y a un ancien gouverneur ici, bon, une nouvelle correcte. Ces résultats avaient été publiés comme ça. Bon, les gens de cette tribu sont venus me chercher ici pour m'interpeller. Alors, quand le virus commence à être éliminé, vous n'avez pas encore de symptômes. Dans le Covid, c'est ce qui s'est passé. Les symptômes peuvent commencer ici, mais quand ça commence, ça ne commence pas directement pour dire c'est Covid. Non. Il fallait maux de tête, maux de gorge, tête lourde, tête bizarre, etc.
Et il faut quelques jours pour que le virus soit détectable. Et pendant ce temps, l'organisme commence à réagir. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'organisme? C'est la réaction de l'organisme qui a tué beaucoup de gens dans le Covid, un peu comme dans les hépatites. L'organisme produisait une réaction inflammatoire très forte. Et cette réaction inflammatoire est accompagnée de ce qu'on appelle un orage cytokinique. L'organisme, les cellules et l'immunité vont produire des substances chimiques qu'on appelle des cytokines. Au lieu de les produire normalement, la plupart des organismes les produisaient en très grande quantité et de manière disproportionnée. Et ce sont ces cytokines qui agissaient maintenant sur les cellules et qui tuaient les personnes. En fait, les virus ne tuaient pas la plupart des personnes, c'est leur propre immunité qui les tuait. C'est ainsi que quand on a découvert, et tout le monde qui faisait Covid, même moi, quand je faisais Covid, j'attendais tuer le 8e jour. Si le 8e jour passe bien, il est fait. Parce que c'est normalement autour du 8e jour que les pics d'orage cytokinique, le 8e, 10e jour, étaient les plus importants. À ces moments-là, c'est là que vous avez tous les signes les plus graves, respiratoires, digestifs, sanguins, des caillots, etc. C'était pendant cette période, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'infection commence, vous êtes en période d'incubation, vous n'avez pas de symptômes ou quelques symptômes. Quand la maladie commence, vous avez la fièvre, la toux sèche, la diarrhée, des maux de tête, la perte de l'odeur, de l'odorat et la perte du goût. Et parfois même, vous avez des troubles neurologiques et les désordres cardiaques. Là, ça commence bien. Pendant ce temps, la réaction hyper, vous avez dit, inflammatoire commence. Pas la réaction inflammatoire, mais hyper inflammatoire commence à augmenter parce que l'organisme réagit à une agression. L'organisme réagissait très brutalement et très violemment. La conséquence de la réaction de l'organisme, c'est que vous commencez à avoir shortness of breath. Ça signifie la respiration devient courte. Hein? Pour nous, ça commence. Moi, j'ai vu ça dans ma maison, ici au labo, à l'hôpital, chez les chefs, chez mes patrons. C'était très difficile. Des détresse respiratoire à cause de la réaction de l'organisme. Vous avez aussi les troubles de coagulation. C'est ça qui a tué beaucoup de gens. Il se forme des petits cailloux au niveau des capillaires pulmonaires. C'est au niveau du capillaire pulmonaire que se font les hématoses. Les hématoses, c'est l'échange entre les globules rouges qui portent l'oxygène, d'accord, qui portent l'hémoglobine, et les gaz d'oxygène qui viennent des nerfs, qui traversent au niveau de la membrane alvéolo-capillaire, ils échangent l'air pour que les globules rouges reviennent oxygénés pour aller plus vite. Cette interaction était perturbée, en partie parce qu'il y avait des caillots qui bloquaient, et d'autre partie, il y avait un édème qui empêchait les échanges. Voilà pourquoi les gens étaient maintenant atteints au niveau du poumon, et on avait maintenant les calculs. Quand on fait Covid, on fait des scanners, atteinte à 35%, atteinte à 40%, c'est une perdu nos professeurs, notre maître professeur de Pira, qui est mort dans ces conditions, mais il y avait d'autres personnes, d'autres grandes personnalités. Vous entrez dans les détresses, dans les troubles cardiaques, vous entrez dans un choc, dans un sepsis, ça veut dire que les virus se répandent partout dans tous les organes, et vous avez des troubles de coagulation, et au bout souvent de 15 jours, 10 jours, vous mourrez. Alors on disait que les gros mouraient vite, c'est effectivement tous les gros là mouraient. Donc quand vous êtes un peu plus gros, vous mourrez, parce que vous avez des problèmes de respiration, et ça a été très sérieux. Alors, c'est alors qu'ils ont commencé à penser à donner des médicaments. Les antiviraux, il n'y en avait pas. On a essayé quelques médicaments, ça n'a pas donné. Alors, le professeur Raoul trouvera un peu d'imagination de donner la chloroquine ou l'hydroxychloroquine avec l'azithromycine, je ne sais pas comment. Et tout le monde prenait maintenant ça. L'azithromycine, c'est un antibiotique. Il est censé ne pas agir contre les virus, mais il est quand même par la fois. Et tout le monde le prenait avec la chloroquine. Moi, je suis à la chloroquine, j'ai pas la chloroquine dans ma fille. Donc, et j'ai regardé, j'ai pris l'azithromycine, autre chose à chaque fois que j'ai fait ça. Et ensuite, il y a des gens qui ont commencé à donner des anti-inflammatoires pour contrer la réaction inflammatoire. On a commencé à donner les glucocorticoïdes. Maintenant, en grande quantité, on vous donne les corticoïdes. Chez les personnes à qui on donnait les corticoïdes,
Les corticoïdes sont des anti-inflammatoires stéroïdiens. Ils réduisaient fortement la réaction immunitaire. Sans pour autant vous guérir, ils empêchent les tuer, en fait. Et c'est comme ça, on donnait aussi les facteurs de coagulation ou les éléments pour, pas les facteurs de coagulation, les anticoagulants pour lutter contre les caillots. Et ça aussi, ça s'est passé comme ça. Mais les vaccins sont apparus. Il y a eu quelques personnes qui ont été vaccinées avec AstraZeneca ou un autre vaccin et qui ont commencé, il y a eu des morts. Morts parce que, en les vaccinant, ils ont fait une crise cardiaque à cause des caillots. Alors, la théorie du complot a commencé. Hein, on a insulté profondément dans tous les médias par des gens qui n'ont jamais eu même la chance d'être dans un. Vous y aimez, ça, il va le tuer. Hein? Des gens qui racontent et vous commencez à vous retrouver sur Facebook et moi j'étais chaque vidéo sur Facebook, sur Twitter, sur le WhatsApp pour discuter avec des gens. Parfois, c'est des idées sans inconnus. Vos tests sont faux. Ah, voilà, vous avez allé aux États-Unis. Ça détecte tout. Et il n'en reste pas moins, l'ancien président du Tanzanie aussi raconte son histoire. On a pris les papayes, on a testé, c'était positif. On va dire, même en Tanzanie, ils ont découvert que c'est faux. Quelques semaines après, le virus des papayes l'a tué. Et puis notre voisin Pierre Nkurunziza aussi, malade, etc. Et il y a eu plusieurs chefs d'État, etc., plusieurs autorités. Jusqu'à ce que les gens se sont rendus compte que c'était vrai. Oh non, c'est les vaccins, c'est la marque de la bête. Comment est-ce que ces vaccins-là peuvent être très rapidement, comme ça on les fabrique en une année, on a trouvé marque de la bête. C'est pour éliminer les Africains. Quand on vaccine d'abord les Européens, on a vacciné sérieusement les Européens, on a mis même ça obligatoire. Ah, les Européens ont pris, les Africains ont dit, il y en a qui vont prendre. On a commencé à prendre ça, et voilà. Après des années, les gens ont développé l'immunité. Et plus on a développé l'immunité, plusieurs personnes étaient immunisées, les virus a commencé à perdre de l'impact. Alors en 2021, pendant la vague du variant, je sais pas, mais août 2021, variant, oui, le variant, les gens qui ont fait beaucoup de gens qui ont failli emporter notre femme, c'était compliqué. Juste après l'éruption volcanique. Pendant l'éruption, il y avait ces variants. Le fait que les gens partent et reviennent, ce mouvement-là a créé les variants, c'était terrible. Et j'ai dû gérer ça, c'était compliqué. Nous sommes bien ici, elle partait à Washington. Et on fait la PCR, elle était positive. S'il tout le monde ici, il parle anglais, soyez libre, un peu du français, comme toujours, pour intimider tout le monde. Alors, tout le monde fouille et m'appelle. J'ai dit, madame, oui, je dois partir avec ma tête positive. Vous avez un bulletin positif, vous ne partez pas. Non, mais je ne peux pas partir, et tout ça. J'ai dit, bon, faites votre bulletin, vous partez positif, vous n'allez pas marquer de toute façon, vous transmettez les listes aux frontières pour que les gens puissent pas partir. Et c'est fâché, j'avais sa soeur. Je suis venu dans mon bureau, je me suis assis avec son fils et je lui ai dit, madame, quand j'ai vu la charge virale, elle était dans les 18 ça signifie une charge virale très importante. J'étais derrière retourné qu'elle n'avait pas ici. Je lui ai simplement dit, je suis virulent. Par expérience, vous allez tomber très gravement malade. Et j'ai craint que ça soit fatal pour vous. Je n'ai rien, ça c'est fait. Je vais partir, je ne partirai pas. Je dis, donne-moi ça, tu vois, j'ai dit, je ne donne pas ton toucher une information. Tu es positif. Donc, moi, tu ne dois même pas parler, tu ne dois même pas préciser. Elle a parlé, il a chié. Tu connais ce film, la même fois, il était assis. Il était avec sa soeur. Oh non, je dois partir aux États-Unis. Il a parti. J'ai dit, madame, vous avez à peu près 2h40 de vol jusqu'à 10. Vous avez seulement 8 heures ou 15 heures de vol si vous faites Washington ou Los Angeles directement ou Dallas. Et si vous faites l'Europe, vous avez encore à peu près 7 heures et que 8h, 15 heures de vol. Ça sera trop pour vous. Les symptômes, c'est le festival. Et vous serez dans l'avion sera obligé d'atterrir dans la précipitation. Voilà. J'ai dit, ah, vous croyez que je n'ai jamais été pour ça, non? La discussion était tellement engagée que je me suis énervé. Quand je me suis énervé, j'ai sorti ma carte de visite. Je lui ai dit, si mon test est faux, c'est bien, vous nous en sortirez. Mais si mon test, je sais qu'il est vrai, vous ne vous en sortirez pas.
Et au moins la précaution, prendre mon numéro, vous m'appelez. Et j'étais ma carte. Et sa sœur qui l'a accompagné, par contre, il était quand même dans un dans une fille de Beaumont. Et là, on a ces se sont sortis à la conclusion. Quelle feuille. Elle est sortie, elle me suit, on est resté dans notre police. Ouais, d'autres comme toujours, ouais, non, c'est quoi, vous voyez vos histoires. Bon, d'autres comme disaient positif, docteur, qu'est-ce que je dois faire? On faisait une prescription, on avait une équipe de consultation, parfois on m'a acheté ça, ça, ça. Elle est partie là pour vous parler. J'étais très énervé cette journée. Et j'ai dormi à minuit, le téléphone sonne. Un numéro inconnu, une fois. J'ai réagi, deux fois. Troisième fois, j'ai passé mon. J'ai compris qu'il y avait un problème. Là, je ne savais pas c'était qui. Et puis, c'est la fille. Allô, allô, c'est madame. J'ai dit, madame, je ne comprends pas, je ne connais pas. On était dans votre bureau la journée. J'ai dit, ah, ok. Vous m'appelez enfin. Docteur, elle ne respire pas bien. J'ai dit, elle devait être dans l'argent. Docteur, pardon, était discipliné comme tu n'as pas possible. Elle n'arrivait pas. J'ai dit, je peux lui parler. Elle n'arrive pas à parler. C'est, docteur, elle a de la fièvre. Aidez-nous, il va mourir. J'ai simplement dit appeler tel numéro, aller à tel endroit. On ne pas faire la publicité de l'hôpital. Ils sont allés, j'ai appelé l'endroit, il y a une patiente qui va arriver, en détresse respiratoire, la Covid. Prenez des précautions et directement mettez la sous oxygène. Une heure, il m'attendait des heures. On a dit, docteur, on appelle, il ne peut pas patienter. Bon, c'est bon, les a reçus. J'ai dit simplement au médecin, pour même pas discuter, hein, oxygène directement, c'est Covid, ils sont positifs. Donc, prenez vos précautions, même c'est Covid. Il ne faut pas chercher midi à 14 h au test et il est positif. Ils sont arrivés, ils sont arrivés sous oxygène. C'était très critiqué, elle désaturée. C'est quand vous êtes normal, vous avez une saturation d'oxygène entre 98 et 100%. Elle est désaturée, elle était déjà 80%. Elle avait moins d'oxygène. Un des médecins m'appelle, on a commis un peu, ça ne peut pas aller 2 jours, 3 jours, après ça se stabilise, c'est calme. Elle veut toujours aller aux États-Unis, au nord, et toi, d'abord, c'est ça. Alors, une fois, j'étais assis ici, au nord, il y a une dame qui me cherche parmi, je lui ai cherché. Oh non, ils veulent vous voir seulement, ils ont exigé de vous voir, ils ont votre carte, moi, envoyé la photo par la réception. J'ai dit qu'il vient. Madame est venue, que sa soeur, une grosse bouteille de vin et l'argent dans l'enveloppe. Oh, mais c'était une chose, tout simplement. Les descendants qui prendrait la bouteille de vin, je ne sais pas. Oh non, frère, j'ai une accord, mettez sur le truc. Et quand j'ai vu ça avec vous qui c'est. Et c'est comme ça. Je parle pas de la vie aussi. Une seule vie. Je ne manque pas 5 ans. 10 ou 100, je ne manque pas ça, je ne pas compris. Même quand je manque, je sais à qui l'écouter. C'est pas peut-être comme le vôtre. Donc, dans le SARS-CoV-2, l'élimination du virus était un peu plus précoce, déjà dès les premiers jours de la maladie. Par contre, dans le SARS-CoV de 2003, l'élimination se faisait un peu plus tard. Et c'est ça qui a tué beaucoup de gens. Et au niveau pulmonaire, regardez ce qui s'est passé. Ça, c'est le capillaire pulmonaire et l'endothélium. Et ça, c'est l'alvéole pulmonaire avec les différentes cellules. Normalement, c'est ici que se passent les échanges au niveau du capillaire, au niveau de la membrane alvéolo-capillaire, d'accord? Il y avait des échanges. Mais à cause de l'infection, il y avait une forte réaction inflammatoire ici, avec beaucoup de cytokines, beaucoup de liquides d'interférons qui étaient sécrétés d'interleukines, qui en fait ont créé des thrombus, ça signifie des caillots. Et ces caillots bouchaient la circulation, d'accord, et la respiration. C'est ainsi que les gens toussaient sérieusement, d'accord, et les gens avaient des détresses respiratoires et pouvaient mourir. Donc, il fallait, dans le traitement, intégrer tous ces éléments ici. Alors, par rapport à la cinétique du virus, ça vous l'avez déjà, les virus pouvaient être retrouvés dans plusieurs sécrétions, d'accord? Notamment les sécrétions respiratoires, la salive, les narines, mais dans les selles également. Souvenez-vous, les virus ARN, d'accord, ne s'excrètent pas dans les selles, sauf
le coronavirus. Lui, il pouvait s'éliminer dans les selles. C'est ainsi qu'on pouvait prélever plusieurs échantillons. Et les signes allaient partout. Au rein, diminution des globules blancs, ce qui fait que perd de l'immunité. À cause des troubles de coagulation, les plaquettes diminuent fortement et ça formait des caillots à l'intérieur. Les troubles respiratoires, la fièvre, la stélie, etc. Perte de goût, perte d'appétit, c'était assez des symptômes très complexes à soigner. Et vous avez vu, grâce à un virus, le monde entier a changé sa façon de faire. Tu veux sortir, tu as une passe sanitaire. Moi, j'ai voyagé avec ça, tout ça, une passe sanitaire, l'aéroport, test de Covid. Voilà, il y en a tellement de filles pour être riches, avoir de l'argent. Bon, chacun avec ses catégories. Mais ça, c'est pour vous montrer l'importance ou l'influence d'un virus dans la symptomatologie. Alors, vous aviez la dyspnée, où vous aviez besoin d'oxygène. Quand vous êtes anxieux, il y a des gens qui faisaient la dépression. Savoir seulement que tu as Covid, tu commences à trembler. La première fois, moi, j'ai été testé Covid, c'est en juin 2020. Alors que c'était encore au tout début. Et je n'avais rien, j'avais juste les genoux qui bougeaient un peu. Quand je me tenais debout, les genoux faisaient un peu comme si j'étais froid. Je suis allé au laboratoire, j'ai dit, je sens des genoux bizarres, etc. Alors, un de mes techniciens s'est dit, il me dit, ah, directeur, faites un peu Covid. J'ai dit, toi, Covid, pourquoi? Oh, non, bon, comment on a les tests? Quand j'ai fait Covid, je suis positif. J'étais vraiment limite. Quand j'ai fait Covid, je suis positif, c'est là que la panique m'est saisie. Je commence à penser que je vais mourir. Je rentre dans la chambre, je respire bien. Mais je pense que je ne respire pas. Très compliqué. Tout le monde m'en fout. Et là, ils ont développé ça comme ça. Et puis après, je ne pouvais pas prendre la chloroquine. Je suis allergique à ça. J'ai pris autre chose. Et ah, j'ai pu faire. Et puis je me suis vacciné. À la fin, je m'en foutais même. La dernière fois, c'était décembre 2023 ici. Oui, décembre 2023, ici, oui. En 2017. Et j'étais Covid positif. Et bien sûr, même moi-même, j'ai pu. En fait, ceux qui ne pouvaient pas prendre l'hydroxychloroquine prenaient les antihistaminiques. C'était simplement une question de conformité. Ce n'était pas quelque chose qui existait. Et le professeur Raoult nous a rapporté que dans les patients qu'il a soignés, les patients qu'il avait mis sous azithromycine, zinc, vitamine C et hydroxychloroquine, avaient plus de résultats et des taux de survie importants, statistiquement significatifs par rapport à d'autres. Et d'autres ont rapporté que, nous tous, hein, non, oui, pas mon qui la plante qu'on dit que la plante là aurait des effets sur ça et qu'elle a tiré ici, ça venait Jérôme Yang, il aurait essayé ça, ça marchait. C'est ainsi que un certain groupe de gens ont commencé également à prescrire des antibactériens qui contiennent des moutons comme plantes. D'accord? C'est par ça, c'est par là qu'on est parti sur ça. Mais les gens faisaient votre mesure qui est là, normal, parce qu'on disait que ça élimine les virus. Effectivement, quand vous faites la fumigation et autres, ça renforce l'immunité. Comme le virus est dans la circulation respiratoire, il est éliminé. C'est qui est vrai en théorie, parce que les virus qui étaient dans la gorge, l'autre pouvait partir. Mais les virus qui étaient dans les poumons allaient partir comment où? Parce que l'autre niveau qui n'arrive pas dans les poumons, en fait, dans les bases appareils. Ce qui fait que ça ne fait pas du tout. Vrai, ça n'était que partiel, en fait. En Kinshasa, on a dit le confort, le petit fixe vert là, avec ses effets. Alors, à Kinshasa, tout le monde avait ça, il se promenait avec ça. Et on dit que ça marchait. Bon, moi aussi, quand j'étais infecté, on m'a donné aussi ça. Alors, c'est là que j'ai décidé de les utiliser. En fait, c'était chimique, c'était peut-être fort, oui. Mais ce que moi, j'ai fait comme expérience, c'est que quand ma propre femme était infectée, et ma fille, moi, j'étais dans la maison, j'étais sur une bête infectée. C'était les quatrième vague de variant indien. J'utilisais simplement les médicaments que j'utilise pour brosser mes dents, pour soigner mes gencives. La Listerine. Vous allez trouver ça en pharmacie. J'utilise toujours ça pour la gorge, le matril, des choses comme ça. Alors, à chaque fois, j'utilisais ça. Et je n'étais pas tombé malade. Et plusieurs fois, quand il y a eu des vagues, j'utilisais simplement comme désinfectant de la gorge chaque fois quand vous brossez les dents, la gorge, les gencives. Je n'ai pas eu ça. J'ai compris que ça avait un effet sur ça. Mais
scientifiquement, il n'est pas assez de preuves. Il faut le faire sur 100, sur 200, sur 300 personnes. Vous décrivez et vous mettez des concentrations. C'est ça un scientifique. Ça, c'était une observation clinique, etc. Alors, comment on fait les diagnostics? Vous pouvez les faire par la PCR pour détecter les virus. Ceux qui n'avaient pas de PCR, ils faisaient des tests antigéniques rapides pour détecter les antigènes, mais il y en a qui n'étaient pas sensibles. D'autres utilisaient les tests pour les anticorps, mais souvenez-vous, les anticorps ne pouvaient apparaître quand le 8e et 10e jour au-delà. C'est que si vous avez quelqu'un avant 10 jours, vos anticorps, ça ne donnera rien du tout. Mais si vous n'avez pas un test PCR, il n'y aura rien. Après, comme toujours au Congo, pas seulement pour même en Afrique, hein, il y avait des faux tests même à Dubaï. Quand vous arrivez à Dubaï, là-bas, oh, quelqu'un va venir vous prélever, soit quelqu'un arrive, vous payez, il vous fait des prélèvements, il met les coups là. Sur la joue, pas avec, et puis vous avez des résultats positifs pour voyager avec. Vous arrivez à un gîte et vous atterrissez, vous ne voulez pas qu'on vous teste parce que vous ne voulez pas payer. Et quand vous faites des tests, là, vous êtes positif, vous êtes fâché. En fait, là, on s'en pas. Et c'était un commerce pour chacun. Et chacun était heureux. Quand on a décidé maintenant que la plus grande partie de la population était vaccinée, il fallait lever les mesures. Les gens que j'employais ici, que j'ai payé avec l'argent des Covid et autres, il y en a qui se sont énervés, il y en a qui sont devenus malades parce que le travail allait finir. Donc, on était heureux de garder l'épidémie, mais ça n'avait pas de raison. La courbe ici, je l'ai vue, on l'a montré avec vous. Le prélèvement, on les faisait avec des écouvillons, soit on vous prélève dans la gorge, soit on vous prélève dans les narines. Là aussi, toujours dans les habits. Il y en a qui introduisent, qui me fait cuit, ça me fait tellement mal que vous ne voulez jamais vous prélève. La plupart des gens préféraient la gorge parce que au niveau de la gorge, ça donnait juste une envie de vomir. Mais il y a une façon de faire. Ceux qui travaillent avec, à qui on a donné la formation, les fait savoir comment se faire un bon problème. Donc, vous utilisez le milieu de transport au virus, les MTV. Pourquoi? Parce que les milieux de transport permettent de conserver hein, l'ARN viral ou alors le virus pendant un bon moment. Parce que ça, le virus ARN, il est fragile. Et comme il est fragile, si vous le gardez sur un étudiant sec, l'ARN est très fragile, il peut rapidement se dégrader. Donc, l'utilité d'utiliser des milieux de transport pour le virus. Et la solution qu'on va trouver, c'est dans les milieux de transport avec lesquels on va faire des PCR. Voilà, vous faites votre échantillon dans un triple emballage. Et puis, pour ceux qui étaient hospitalisés dans des services assez graves, on pouvait prélever les liquides, par exemple, broncho-alvéolaire, dans les poumons et autres. Ça, on le fait, par exemple, aussi en RDC. Donc, c'était des choses très, très compliquées pour rien. Mais on pouvait aussi prélever les urines, parce que les virus étaient présents. Et dans les selles, je vous avais dit ici, j'ai donné un travail à quelqu'un, j'ai dit pour ses études, il va tester les SARS-CoV dans les selles par PCR. Alors, c'était plus facile de demander aux personnes qui travaillaient ici. Quand j'ai mis ça, tout le monde est devenu constipé. Personne n'avait les selles, même les cas positifs. Quand ils faisaient chaque jour, tout le monde avait peur de donner ces selles. C'est compliqué comme activité. Alors, voici la meilleure façon de faire le prélèvement. Normalement, le prélèvement pour les infections respiratoires hautes, vous les faites dans les narines. Quand vous introduisez votre écouvillon dans les narines, peut-être un peu vous montrer si vous demandez, l'écouvillon doit être parallèle au plancher nasal. Ça, c'est le plancher nasal. L'écouvillon doit être parallèle. Vous pouvez l'introduire sur 2, 3, 4 centimètres, mais on n'introduit pas brutalement. On n'introduit pas verticalement. Ça doit être sinon vous allez vers le centre. On introduit comme ceci. Là, vous allez vers les pharynx. C'est vous y allez progressivement. En général, dès que vous arrivez à la zone musculopharyngée, la personne, dès que vous touchez, les réflexes, d'accord, d'éternuement se déclenchent automatiquement. Et si vous les regardez dans les yeux, vous allez voir qu'ils réagissent. Ça signifie que vous êtes arrivé à l'endroit. Il suffisait juste de les rappeler légèrement. C'est fini. Retirez.
Et parfois, les gens allaient avec brutalité, et ce qui fait que les gens trouvaient ça les amis. Au niveau de la gorge, vous ouvrez, juste à ce que vous allez voir la nuette. Pour vous prélever des parts et d'autres de la nuette, ça va donner ou déclencher un respect comme s'il voulait vomir. Dès qu'il fait ça, c'est bon, c'est que vous êtes au bon endroit, vous ne devez pas forcer. Vous rappelez, vous retirez les couvions, vous ouvrez votre bouchon, il y a une façon de le faire, vous l'introduisez dans l'MTV, vous fermez, ensuite vous désinfectez. Bon, ça c'est plus pour les personnes du laboratoire. Mais pour les infections respiratoires basses, il y a des techniques un peu plus avancées. Hein. On pourrait faire le lavage broncho-alvéolaire ou l'aspiration trachéobronchique. Bon, nous, on n'a pas fait ça. C'est le pneumologue qui est censé faire ça. Voilà. C'est de ça que j'ai parlé. Et il y a une façon de faire le prélèvement tout doucement et en douceur. Alors, les écouvillons avaient une caractéristique. Hein. Ils doivent avoir une caractéristique particulière pour prélever, mettre dans les milieux de transport. Je crois l'image s'est abîmée en partie. Et ensuite, vous avez plusieurs techniques moléculaires. Les techniques de PCR standard, extraction, amplification. Il y a aussi des techniques où vous avez utilisé le point of care, vous mettez l'échantillon dans une cartouche et vous donne les résultats et puis détecte les différents sites. Normalement, dans SARS-CoV-2, on détecte les gènes E, c'est un gène de l'enveloppe, et les gènes N, ou alors la RDRP, l'ARN polymérase ARN dépendante. Ce sont là les gènes qu'on citait. Pour un bon test PCR COVID, on a fait besoin d'au moins deux gènes, soit les gènes E2 et N, c'est pas les gènes RDRP et notre gène. La protéine S, on ne la détectait pas beaucoup, simplement parce que la protéine S, c'est une protéine qui était sujette à beaucoup de mutations. Vous avez entendu parler des variants. On va aller voir tous les variants. Les variations ou les changements de mutation s'opéraient souvent dans la protéine S. Pourquoi? Parce que la protéine S, c'est celle qui infectait les cellules, qui s'attachaient au récepteur. Et c'est cette protéine-là, en général, qui était sujette aux attaques de l'immunité. Comme c'est celle que l'immunité attaquait, le virus était obligé d'échanger la conformation, la forme, les protéines, la séquence pour se protéger. Par conséquent, on ne pouvait pas mettre une cible moléculaire pareille parce que ça allait finir par le pénaliser. Et donc, les diagnostics, culture cellulaire, toujours au début d'une épidémie, d'une recherche pour étudier les caractéristiques. Quand vous avez déjà étudié, vous savez, vous n'allez pas commencer à faire la culture cellulaire chaque jour. Microscopie électronique pour observer, décrire la structure du virus. Quand c'est fait, vous avez écrit des livres, c'est bon. Diagnostic moléculaire au laboratoire, ça c'est ce qui est le plus fréquent. La PCR, le diagnostic moléculaire. Il y avait aussi des tests rapides parfois, mais ce n'était pas très homologué. Mais là où il n'y avait rien, on préférait même des tests rapides. Alors vous allez à Cassini. Hein? Il fait un test rapide. Tu sais, la personne qui lit même, ne sait même pas c'est quoi, c'est des tests rapides. C'est où des jeunes qui disent que vous embrouillez parce que quand tu payes 25 $ au Cameroun. Alors tu n'as pas ça, c'est quelqu'un de la douane qui va te traumatiser comme si c'était même lui. Et bon, comme toujours, on est un peu dans l'abus. Nous, les humains, c'est de manière générale hein, que les humains sont comme ça. Les humains aiment la loi. L'homme aime la loi, n'est-ce pas, monsieur Alain? L'homme aime la loi par rapport à la grâce. Vous, j'ai dit que lorsque vous arrivez ici à 8 heures ou avant 8 heures, vous êtes arrivé à temps parce que vous n'aviez plus circulé à cause du salon de mauvais sport. S'il n'y avait pas de salon, le temps serait à Paris, c'est 9 h à 10 h. Donc, vous voyez que quand on a mis la loi, les gens viennent respecter. Quand vous mettez la grâce, bon, arrangez-vous, arrivez à temps. Et chacun vient avec soi. Ça, c'est nous les humains. On aime ça. Même dans la maison, si tu dis seulement tu as des jeunes filles, des jeunes garçons, il ne faut pas rentrer tard à la maison. Hein. Il m'a dit, tard, c'est minuit. Tard, c'est 23 heures. Tard, c'est ceci. Quand tu dis à partir de 18h45, tu dors dehors. 18h30, 38, 39, 49,3, ils sont là. Parce que vous avez mis la Alors, vous pouvez faire le diagnostic moléculaire, mais vous pouvez faire le diagnostic sérologique avec la PCR.
pouvez utiliser l'ELISA, voilà, une chaîne ELISA. Vous pouvez utiliser par exemple les Luminex, ça ici, vous avez ici en bas, vous pouvez voir ça. Ce sont des techniques sérologiques très sophistiquées, mais très intéressantes. Mais pour les SARS-CoV-2, l'immunité, on l'a étudié après, soit dans des groupes, par exemple chez les chauves-souris, pour savoir s'ils étaient exposés au virus, etc. Mais pour quelqu'un qui est malade, si tu veux détecter, tu ne veux pas chercher les anticorps pour les SARS-CoV-2. C'est mieux de chercher le virus lui-même. Bon, ça, c'est le diagnostic imagérique, hein, où on faisait les PCR, pardon, pas les PCR, les CT scans ou les IRM, mais bon, ça, c'est pour les cliniciens. On faisait même l'anatomie pathologique avec différentes lésions et autres. Alors, il y avait une série d'analyses qui étaient obligatoires et ça avait son importance. C'est peut-être mieux pour vous, les médecins, de savoir. Quand on faisait l'infection à COVID, le SARS-CoV, il y a des patients qui recevaient la chloroquine. La chloroquine, c'est une molécule qui provoque des troubles des rythmes au niveau du cœur. Ce qui fait que c'était indiqué de faire un ECG, un électrocardiogramme. Parce que les personnes qui ont des troubles des rythmes, vous ne pouvez pas leur donner ça ou bien l'azithromycine. Sinon, vous pouvez accélérer ou perturber les rythmes. Parfois, les ratios ou le total des plaquettes lymphocytes, c'est un facteur de mauvais pronostic. Les D-dimères et les CRP, les D-dimères, ce sont des produits de dégradation de la fibrine. Quand, par exemple, vous êtes enceinte, les D-dimères augmentent. Ce qui fait que vous avez des risques de faire l'embolie ou les caillots. Et dans le COVID, l'élément qu'on craignait le plus, c'était l'embolie pulmonaire ou l'embolie des micro-vaisseaux qui tuaient les gens. Alors, il y a un produit biologique qu'on faisait dans les centres, c'est les D-dimères. Alors, il y a quelqu'un qui travaille ici, il est venu, il a fait période de tousser, il était grâce, il lui dit, on va faire un D-dimère. Quand il est arrivé à CIMAC, on a été hospitalisé. Donc, si ces jours-là, je ne lui dis pas de faire un D-dimère, il aurait fallu par embolie pulmonaire. Parce que le D-dimère tellement élevé que très facilement les canaux ne se concentrer dans la terre pulmonaire et puis c'est fini. Et c'est important. Ce qui fait que, par exemple, toutes les fois où moi j'ai fait Covid, j'ai fait ce point de les D-dimères. Si les D-dimères sont bons, je gère. Je ne prends n'importe quoi ou rien, je gère mes D-dimères. 3 jours, une semaine après, je vais encore les D-dimères. Et tout ce que j'ai donné, c'était l'aspirine junior ou le Lovenox, qui est un anticoagulant pour fluidifier les sangs. Parce que je savais que je n'ai pas quelque chose qui agit directement sur le virus. Mais le zinc et la vitamine C permettent d'améliorer l'immunité. Allô? Hello? Hey, what can I do? What's up? Alors, les D-dimères, de mauvais pronostic, les troponines, les fibrinogènes et la CRP. Quand ces éléments sont augmentés chez toutes les personnes qui faisaient la maladie, souvent c'était des facteurs de mauvais pronostic. Ça signifie que la maladie allait être soit grave, soit la mort. Et la plupart des personnes sont mortes parce qu'ils avaient des D-dimères élevés, ils avaient des caillots qui se forment doublés. Soit le fibrinogène est élevé également, ça forme des caillots. Soit la CRP, il y a des gens qui ont fait une insuffisance rénale aiguë, simplement parce que les reins ont été bourrés et abîmés, soit par les caillots ou soit par l'action du virus lui-même. C'était une maladie assez complexe. Mais à force d'acquérir l'immunité à travers des infections, les gens vont commencer à faire Covid. Et simplement la grippe, il dort 2 heures, 3 heures, il va jouer au foot comme l'autre, et puis ça marche bien. Mais il n'y avait pas à l'époque des produits qu'on devait donner par voie intratécale pour leur donner la force. La prévention, vous l'avez. Vous vous lavez les mains, vous saviez, à l'époque, les mesures barrières, d'accord? Mettre le masque, porter une blouse, éviter tout contact avec les personnes, la distanciation sociale, la réduction des événements à un nombre très réduit, la bonne cuisson des aliments et ne pas entrer en contact avec les aliments ou les choses comme ça. Il y a une façon de vous laver les mains. Je pense que quand vous viendrez au laboratoire, vous viendrez. Je peux vous apprendre ça aussi, j'ai le temps. Après avoir toussé ou éternué, on vous demande de tousser ou éternuer dans le coude. Lorsque vous occupez des malades, après avoir préparé les aliments, avant de manger, après utilisation des toilettes. C'était les mesures de prévention
et de contrôle de l'infection. Et puis, les gens ont pris les masques. D'accord? Je vous ai dit ici, dans la vie, il ne faut jamais négliger quelqu'un. Même masque, ça ne veut jamais questionner de voir les même masque, il y a des droits. Alors, on a vu toutes sortes de masques. Masques en pagne, masques en varese et Barça, masques en tissu de string, de caleçon, il y a toutes sortes de masques. Mais en fait, toutes les masques ont une indication, une signification. D'accord? Bon, j'enseigne ça dans un autre cours. Je ne suis pas sûr que j'ai mis ça ici. Les masques ont des significations. Balata un masque pour la tête. Les masques ont une signification, ils ont une forme, ils ont un modèle, ils ont des actions. Quand tu manipules, par exemple, les germes hautement pathogènes, il y a un type de masque qu'on met. Quand tu manipules les germes non pathogènes, il y a un type de masque. Quand on manipule les produits toxiques, les produits chimiques, il y a un type de masque qu'on met. Mais vous, c'est que tu prends des femmes pour faire beau avec ta veste et tu mets un masque. Et après, tu vas faire ton vie malgré que tu aies un masque. Les masques ne se mettent pas pour se mettre. Ils ont une signification. D'accord? Il y a un cours où je parle des masques. Je ne sais plus si c'est ici. Ah, voilà. Je les avais mis. Par exemple, ces genres de masques ici, comme les bandanas de Amina. Donc, là, c'est pour vous protéger contre la poussière. D'accord? Les masques des chantiers, ça, ils sont importants. Ça, c'est pour les maçons, pour les boulangers, pour les moulins. Mais ici, on voit un masque des moulins sur lesquels de l'autorité à la télé, là, avec un record. Tu regardes, ils ont mis le masque du moulin, le masque pour le maïs. Masque en mine, ils ont mis ça, mais ils sont en train de parler, ils sont fiers. Et on filme, ils gonflent, on pense que c'était vrai, ils mettent des fausses choses. Les masques ont des rôles différents. Des rôles différents. Il y a le masque chirurgical, par exemple, il retient uniquement des particules émises par le porteur. Le masque chirurgical vous empêche à vous de ne pas contaminer le malade. C'est le masque bleu que vous avez ou le vert que vous portez ça. Ça vous empêche à vous de ne pas contaminer vos malades, pas de vous faire contaminer. Allez porter le masque comme vous voulez. Il y a le masque à filtre qui vous permet de corriger l'air que vous inhalez. Il y a le masque le plus important, c'est le FFP2, le masque avec ces petits trucs ici. C'est un respirateur. Ça, ce sont des bons masques. Ils contrôlent les particules, etc. Mais ils peuvent également vous aider à faire autre chose. Ça, c'est le masque chirurgical. Celui-ci, ils peuvent limiter la propagation des virus, mais la capacité de filtration est faible. L'air que vous respirez n'est pas très bien filtré. Mais il empêche les particules solides de partir. Normalement, il doit être utilisé une fois. Il y a des gens qui prenaient ces masques jusqu'à ce qu'ils changent de couleur. Les masques en tissu ou en pagne. Les masques de pagne, en fait, il a une capacité limitée. Il peut être utilisé plusieurs fois, mais il n'apporte rien. Il y a le masque avec respirateur. Il protège la personne qui le porte et il vous protège aussi. Et puis, vous avez des masques un peu plus sophistiqués que vous utilisez. Par exemple, quand on est au P3, on manipule les virus Ebola, il y a un masque particulier qu'on utilise. Mais je peux aussi utiliser un masque simple si je suis habillé différemment. Donc, c'est important de connaître les types de masques en tant que médecin ou surtout en tant que biologiste, surtout quand vous travaillez. Hein? Masque et masque. Le masque n'est pas un masque. N'importe quel masque ne suffit pas. D'accord? Je pense que c'est clair pour vous. Oui. Vous avez parlé du masque chirurgical. À l'époque du Covid, il y avait certains qui tournaient seulement le masque. Donc, le masque bleu là, il tourne. Ça, j'aimerais savoir si, dans ces cas-là, ça va protéger contre les bactéries qui viennent. Mais tu vas m'intéresser. Parce que le masque a une face qui te permet d'aérer et il y a une face qui te permet de protéger soit la tête, soit la tête. Ça dépend. Et si tu achètes même deux masques différents, c'est pas ce qu'on est. Si c'est le lundi, je peux demander seulement qu'on nous apporte un masque. Si vous donnez à chacun un masque, vous regardez, vous verrez que les masques sont très différents. Vous allez voir qu'il y a une partie du tissu qui est différente des autres, selon le type de masque. Lundi, rappelez-moi, ça vous avez différents. Non, là, vous apporterez différents types de masques et vous verrez. Les masques sont très différents, ils ont des rôles différents. Par exemple, quand tu manipules bon, là, tu vas avoir au moins un FFP2, sinon un FFP3 ou un N9, etc.
Mais pour les autres pathogènes, tu peux avoir un N en scène pour les autres, etc. Le masque des moulins, bon, c'est si tu nettoies à la maison, tu ne veux pas avoir l'humidité. Prévention, il y a plusieurs vaccins. Je n'aime plus trop parler. Chaque année, je posais des questions sur les vaccins. Il y a les vaccins ARN messagers, tels que le vaccin Moderna ou Pfizer que les gens ont eu. Je ne vais pas expliquer les détails ici. Bon, ce n'est pas d'actualité présentement. Je ne vais pas trop insister. Il y a des années où j'ai posé des questions sur ça. Il y a les vaccins avec adénovirus. Donc, les vaccins AstraZeneca, les vaccins J&J, de Janssen, les vaccins russes Sputnik, et puis il y avait d'autres. Il y a des vaccins inactivés, tels que les Coronavac ou les Sinovac, les vaccins des Chinois. Mais comme ils étaient Chinois, on les a tellement piétinés par les Américains qu'on a utilisé ça qu'en Chine et un peu en Asie. Mais bon, voilà, on a fait une mauvaise pub par Donald Trump parce que déjà, il appelait le coronavirus les virus chinois. Les Chinese virus. Donc voilà. Ce qui fait que même les vaccins n'ont pas été beaucoup utilisés. Et puis il y a d'autres vaccins tels que les Novavax qui combinent plusieurs technologies. Normalement, dans le cours, je vous les mettrai si vous voulez les lire. Mais bon, personnellement, pour moi, je ne trouve pas l'urgence de les poser comme question maintenant. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, 4 ans, c'était d'actualité. Donc, c'est bien de les connaître, mais je ne vais pas vous poser quand même des questions sur ça. La prise en charge était difficile, je vous l'avais dit. Il y avait plusieurs schémas thérapeutiques, mais en fait, aucun antiviral n'était efficace pour traiter les SARS-CoV-2. Tous les essais cliniques qu'on a essayés, bon, on a bricolé à gauche et à droite, mais il n'y a pas eu de traitement vraiment, vraiment convaincant. Il y en a qui utilisaient les antibiotiques, donc tels qu'azithromycine et autres. Ils utilisaient les antiviraux et parfois les corticoïdes genre dexaméthasone et autres. Mais bon, les gens guérissaient parce qu'ils ne devaient pas mourir. Ou les gens mouraient parce que c'était leur jour. C'est ce qui est fait. En fait, c'est les zinc, la vitamine C, travaillent sur l'immunité, pas sur le virus. L'azithromycine, c'était plutôt contre les surinfections bactériennes qui pouvaient survenir. Mais quand tu commences l'infection, tu n'as pas de bactéries, mais tu prends déjà l'azithromycine. Par conséquent, il y a des gens qui sont allés même très dans les données la rovamycine, qui est une molécule de réserve. Et j'ai un ami à moi qui a prescrit ça à un patient. J'ai vu son ordonnance, je sais pas pris la photo. J'ai dit pourquoi tu fais ça. Donc, j'ai dit comment est-ce que tu peux prescrire une molécule de réserve parce que votre hôpital coûte cher. Et comme votre hôpital est cher, quand les malades viennent, on leur fait une ordonnance chère pour qu'on sache que ce sont des bons médecins. Mais on va les voir la semaine prochaine au bactériologie. Il y a très peu d'antibiotiques. En 2050, on mourra tous parce qu'il y a une bactérie X qui va nous infecter et il n'y aura aucun traitement. Pourquoi vous ne devez pas prendre des antibiotiques à des ordres? Tu fais des rapports sexuels non protégés, tu as fait des tombées enceintes, tu ne vas pas le capacité ou ampicilline parce que ça dissout le sperme, c'est faux. Qui augmente seulement la résistance antibactérienne pour rien. Voilà. Les schémas de prise en charge, regardez, il y avait des médicaments, les anticorps monoclonaux, les anticorps qui neutralisaient les virus avant même qu'ils entrent. Il y a des molécules qu'on appelle les inhibiteurs de la protéine S, telles que le camostat et autres. Il y a des molécules qui étaient en fait des inhibiteurs de la fusion. Or, ils agissaient à ce niveau. Il y avait les antiprotéases qu'on utilisait dans les VIH, tels que l'opinavir, ritonavir, darunavir, qui ont été essayés. Il y avait les inhibiteurs de la polymérase, tels que la remdesivir et la favipiravir, qu'on a utilisé également dans Ebola. Il y avait aussi d'autres médicaments et même des anti-inflammatoires et autres. Mais la plupart de ces médicaments ont été essayés. Il n'y a pas celui qui a convaincu, qui a donné le résultat probant pour dire que quand tu as SARS-CoV-2, voici les traitements. Est-ce que c'est clair? Donc, tout ce qu'on donnera, c'est des traitements adaptatifs, palliatifs, en fait, selon l'expérience ou les feelings cliniques, c'est que tu sens cliniquement. Mais plutôt quelqu'un qui a une détresse respiratoire, donne-lui l'oxygène, donne-lui des anticoagulants si tu penses qu'il peut mourir parce qu'il y a des variants qui vont se former, des choses comme ça. S'il manque d'oxygène, tu lui mets l'oxygène. S'il fait beaucoup de fièvre, c'est que c'est un petit enfant et qui va hémoliser, beaucoup de globules rouges vont être perdus, il va mourir par anémie. Tu lui donnes le traitement contre l'anémie et contre la fièvre. C'est plus comme c'est là qu'on traite les cas de complications. OK? Voilà, je ne vais pas parler de variants.
À la fin, je parle des variants, mais bon, je vais pas parler. Je vous ai tellement parlé des variants. Les variants d'intérêt et les variants à problème et comment est-ce qu'ils étaient. Voilà. J'ai fait ici la liste des différents variants qui sont apparus. C'est Omicron qui a failli nous tuer. Non, non, Omicron était gentil. C'est les variants Delta, celui-ci, qui a fait la bagaille en RDC. Les variants qui a circulé de février jusqu'à juillet, août 2020. Non, 2021. Il a été très dangereux. En fait, tous ces variants sont détectés génétiquement sur base des mutations qui subit la protéine S, la protéine spike. Ce qui fait que si vous faites votre PCR avec une cible, cette protéine-là, c'est une protéine qui est sujette à plusieurs changements. Donc déjà, chaque variant posait des problèmes de détection si on utilisait la protéine S dans les cibles moléculaires. Ce qui fait que ce n'était pas une bonne cible, il fallait changer. Et chaque variant avait des problèmes d'infectivité. Si je vous remets ici, voilà. Comment est-ce que, par exemple, l'OMS déterminait le rôle des variants? Un variant doit provoquer, par exemple, un échec des mesures thérapeutiques. Il doit provoquer une résistance significative de l'effet des vaccins. Il doit augmenter l'infectivité. Donc, il y avait des critères où on s'asseyait pour décrire que ça, c'est un variant. Un variant, ce qu'on appelle les variants of concern, variants à problème ou des variants d'intérêt. Donc, ça, c'était des choses qui s'est passées. Je les mettrai dans les cours. Mais bon, voilà. Si vous êtes fatigué, bon, voilà. Question, c'est lundi, 8 heures, on commence à bactériologie. Si on travaille bien en bactériologie, vous aurez une dernière journée ou une avant-dernière journée. Et je vais vous montrer quelques manipulations. Je fais une discussion, j'enregistre une manipulation pour les gens comme vous. Oui, s'il vous plaît.